coupé dans mon élan. Je tiens à remercier évidemment l'Académie, ses académiciens, sa présidente et tous les associés, la mairie du Vivant, certains élus je côtoie dans d'autres projets, notamment pour le musée de cette très jolie ville. Et puis, merci à vous tous, aussi nombreux, d'avoir un auditoire de qualité aussi attentif. Donc j'espère que je serai à la hauteur. D'abord, est-ce que le musée est un lieu de divertissement comme un autre? Alors, je vais poser quelques questions qui pourront prêter à débat par la suite. Il y a quelques questions qui grattent un peu. Vous inquiétez pas, c'est normal, faut faire un petit peu de polémique parce que maintenant, si on ne le fait pas, du coup, on n'existe pas. Donc, je suppose que connaissant Maya, si elle m'a fait venir, c'était pour pas non plus faire quelque chose de trop lisse, sinon ça ne marche pas. Donc, deux ambitions pour cette conférence. La question de l'usage du musée, avec leur histoire qu'on va évoquer, et la question aussi, évidemment, en plus de l'usage de l'image, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Les musées modernes sont truffés aujourd'hui de boutiques, de goodies, il y a une vraie métamorphose presque en parc d'attraction, ou de galerie marchande, je ne sais pas, peut-être que le kitsch il règne, en tous les cas parfois un public bien trop nombreux. Nous jouons des coudes pour voir Van Gogh, nous poussons les gens pour voir Rothko, mais là c'est parce que nous sommes à Paris, si vous venez à l'Est, c'est plutôt calme. Donc nous verrons qu'il y a plusieurs réalités, parce qu'en réalité il y a plusieurs musées. En tous les cas, donc voilà, est-ce que alors, tout est là, Ben, c'est facile pour commencer. Ah, alors, il faut que ça marche, évidemment. Bon. Si. Oui. Alors Bon. Je vous ferai les signes. Bon. Écoutez, voilà. Je voulais vous dire que Jean Dubuffet, dans la fiction Culture en 1968, écrit « Le musée est la mort de l'art ». Alors c'est intéressant parce que Dubuffet, qui a écrit ça en 68, en 67 avait fait une donation d'œuvres au musée des arts décoratifs. Voilà, je vous dis un petit Dubuffet pour vous rappeler. Donc voilà, c'est intéressant de critiquer l'institution, d'en faire presque un livre et en même temps d'y avoir contribué et d'avoir compris quel était l'intérêt aussi pour un artiste de rentrer au musée. Parce que quand un artiste rentre au musée, il n'en sort pas. Et il y a là l'immortalité, le désir d'immortalité de l'être humain se concrétise au musée pour les artistes. C'est le lieu où, une fois que vous êtes rentré, vous n'en sortez pas, c'est pour l'éternité. Et donc là, je crois qu'il y a voilà, ce désir très fort d'immortalité. Mais je vous avais remis le printemps, le magasin du printemps qui est installé au Louvre, donc toutes ces boutiques et tout ce merchandising que l'on fait. Bourdieu, lui, aujourd'hui, dans les années 70, parlait d'une institution rétrograde. Les musées ont été vilipendés et stigmatisés dans ces années-là. Ils reflétaient la culture bourgeoise que 1968 voulait mettre à bas. Vous avez connu ça, le moment où les musées n'étaient plus aussi en vogue. Ils étaient taxés d'immobilisme, ils étaient appelés des cimetières. Mais déjà depuis le début du XXe siècle, Maurice Barrès disait que c'était des morgues qu'on ne parvient que très difficilement à faire oublier que le musée est l'équivalent du cimetière où on vénère ceux qui ont ouvert la voie. Citation, citation. Le cimetière aussi, quand on y entre, on ne sort pas. Certes, mais en tous les cas, c'était la mort de l'art, et que ce n'était pas un art vivant que l'on trouvait dans les musées, mais que c'était un art qui était mort et sclérosé. Voilà en gros le discours d'une certaine tendance, pas de toute l'intelligentsia de l'époque, puisque je rappelle que le ministère de la Culture a été créé sous De Gaulle en 1959 et que le premier ministre de la Culture était Malraux. Voilà, donc est-ce que le musée est une utopie ou est-ce que le musée a un autre sens? En tous les cas, nous allons comprendre à travers son histoire et son actualité les défis des musées, ce qui est la part du musée réel et du musée fantasmé. En tous les cas, le musée est un bien collectif, soyons persuadés, s'il ne serait pas ouvert au public. Le mot vient du muséum en latin, qui était le temple des 9 muses dans le monde grec, donc les déesses qui présidaient aux arts. Donc un temple, c'est un lieu sacré. Et nous avons bien là la notion de trésor. Et le musée, le gardien du temple, garde les trésors.
Alors là, c'est là où on peut définir après ce que sont les trésors, on va en discuter. Mais en tous les cas, il y a cette notion de conservation et de préciosité de ce que l'on va y trouver qui retrace l'histoire de l'homme, de la nature, et bien d'autres choses encore. On a des musées sur l'astronomie, sur l'espace en général. En tous les cas, c'est pour essayer de comprendre l'univers dans lequel nous vivons, d'en garder les traces du passé, et pour pouvoir construire en fait l'avenir. Ça, c'est notre grande et belle vocation dans les musées. Alors, si on reprend les définitions, alors la définition du musée, le mot musée désigne plusieurs réalités. On pense tous savoir ce que c'est qu'un musée, puis finalement en creusant, on se rend compte que déjà c'est une création qui est une création occidentale. La notion de musée n'existe pas dans d'autres univers, si ce n'est après contact avec l'Occident qui importe sa perception et son idée de patrimonialisation des objets et même maintenant de la culture immatérielle, mais c'est une idée occidentale, un concept occidental. En 1946, au moment de la création donc, de l'ICOM, qui est l'International Council of Museums, donc le groupement international des musées, qui est un groupement volontaire, non obligatoire, et qui ne passe pas par-dessus, évidemment, les lois nationales. Chaque pays conserve sa propre définition du musée. Mais avant de parler de la France spécifiquement, je vais vous parler de ce qui fait sens pour les musées d'un point de vue international. En 1946, la définition est telle qu'elle suit. Le mot musée désigne toutes les collections de documents artistiques, techniques, scientifiques, historiques ou archéologiques ouvertes au public, j'insiste, y compris les jardins zoologiques et botaniques, mais à l'exclusion des bibliothèques, exception faite de celles qui entretiennent en permanence des salles d'exposition. Définition qui a évolué, qui a été reprise en 1951, puis 61, 74, 89, 95, 2001, je vous fais grâce de toutes les définitions, pour en arriver à celle de 2007. Un musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, ça on n'en démord pas, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Donc il y a la notion de plaisir qui rentre en compte, qui n'était peut-être pas présente dans les années avant. Et en 2022, il y a eu un grand débat avec des remous, parce que changement de définition, vous voyez, c'est près tous les 15 ans, ça a suscité un débat avec un veto. Je tiens à le signaler parce que le groupement français, les conservateurs français, a mis un veto à la proposition qui était faite et qui était portée par plutôt les musées anglo-saxons qui ont une vision où en fait c'est vraiment l'ouverture au public et la demande du public qui prime. Et s'il est vrai que les conservateurs outre-Atlantique et de l'autre côté de la Manche s'appellent les curators, c'est-à-dire de curare en latin qui veut dire prendre soin, nous en France on a le terme de conservateur, de conservatrice, qui porte, je pense, un peu moins bien son nom, parce qu'il y a quand même un côté un peu vieille France, arc-bouté sur ses collections et son institution. Néanmoins, les conservateurs français et d'autres pays n'étaient pas d'accord avec la proposition plus anglo-saxonne. C'est arrivé un consensus donc après moult tractations, et donc la nouvelle définition des musées depuis 2022 est la suivante. Un musée est une institution permanente à but non lucratif et au service de la société qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, vous noterez qu'il y a des mots qui apparaissent, inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. L'écologie devient un vrai sujet. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle, là aussi on a pareil la question de la déontologie, avec la participation de diverses communautés. Il offre à leur public, et leur public est au pluriel, des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage des connaissances. Donc, ce qui est intéressant, c'est que des fois, ce sont les mêmes mots, mais qui prennent une définition, une coloration différente, et puis vous avez à chaque définition des enjeux qui reflètent les enjeux de la société, puisque les musées sont le miroir et le baromètre de nos sociétés. Alors, en France, nous avons une définition depuis la loi Musée de France de 2002, du 4 janvier 2002, qui définit en fait ce que sont les musées de France. C'est une appellation, certains disent un label, en l'occurrence
l'occurrence, non, c'est pas un label, c'est une appellation, qui peut être donc accordée aux musées appartenant à l'État ou à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. Est considérée comme musée au sens de la présente loi toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la préservation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public. Les musées de France ont pour mission permanente de conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections, rendre leurs collections accessibles au public le plus large, concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture et contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion. J'en ai fini avec les définitions et les lois. C'était pour vous dire, vous faire sentir à quel point la définition française s'inscrit dans le grand courant mainstream de l'ICOM, mais néanmoins, on ne reprend pas la définition stricto sensu. Et il est important de voir que le point numéro 1 est bien conserver, restaurer, étudier et enrichir. Ce n'est pas le point sur les publics et sur l'ouverture en France qui est premier, contrairement, on va dire, au courant anglo-saxon. Alors, une spécificité française, c'est que les collections des musées sont imprescriptibles et inaliénables. Alors ça, j'en parle parce que c'est très important, ce n'est pas dans tous les pays. Imprescriptible, c'est-à-dire que, alors, les avocats dans cette salle, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tous les cas, quand il y a un vol, une disparition, au bout de, je ne sais plus, 2-3 décennies, on considère que si on retrouve le bien, le nouveau propriétaire est celui qui l'a entre ses mains. Pour les œuvres d'art, c'est absolument impossible. Même 150 ans après, on retrouve une œuvre d'art, elle réintègre le musée d'origine. Donc les œuvres sont imprescriptibles et inaliénables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être cédées, elles ne peuvent être vendues, d'où l'entrée pour l'éternité dans le musée. C'est pour ça qu'on passe par les commissions et qu'on réfléchit beaucoup, qu'on ne prend pas tout ce qu'on veut nous donner. C'est pas parce qu'un particulier ou une institution veut donner des œuvres qu'un musée est obligé de le prendre, de l'accepter. Il faut faire un choix éclairé et réfléchi, puisque ça, c'est un engagement pour l'État ou la collectivité à qui appartient le musée. C'est un engagement à la fois en termes de gestion quotidienne, là ce que prend cet objet dans les réserves, mais aussi c'est un engagement financier. Le jour où il sera détérioré, il faudra le restaurer. Donc tout cela a un coût, et donc il faut y réfléchir. Ces collections imprescriptibles et inaliénables, c'est vraiment le droit français qui protège les collections françaises. Il n'y a pas de plus haute protection des biens matériels en France. C'est la plus haute protection qui existe. Je souligne ça parce qu'on a vu il y a quelques années, en 2010, la ville de Détroit aux États-Unis, qui a cédé des œuvres de son musée. C'est-à-dire que pour renflouer les pièces, on pourrait tout à fait dire, ouvrons les musées, nous à l'Est, on a des très belles peintures de Picasso, on a des belles gravures de Picasso, puis on en vend une deux et puis on enfloue les pièces. En l'occurrence, quand on ouvre la voie à cette boîte de Pandore, en fait on se dessaisit du patrimoine pour un problème qui est conjoncturel, économique et ponctuel, mais qui a une conséquence sur l'avenir, c'est-à-dire que la population de Détroit aujourd'hui ne possède plus ces chefs-d'œuvre, à la fois pour l'éducation des enfants de la ville et à la fois pour être un attrait touristique. Donc voilà, donc c'est effectivement très intéressant. Dans le droit français, on a aussi quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est le droit de préemption. Quand on salle des ventes, on a le droit de se soustraire au dernier enchérisseur, à l'acquéreur, et donc on peut se saisir du bien qu'il a acheté au dernier prix, pour qu'évidemment le vendeur ne soit pas lésé, et c'est comme ça qu'on peut enrichir les collections publiques. Ce qui étonne toujours les acheteurs dans les salles des ventes étrangers, parce qu'ils ne connaissent pas ça dans leur pays, et c'est effectivement une subtilité du droit français. On parlait après pendant l'apéritif, mais moi j'ai eu l'occasion de préempter une fois en salle des ventes à Bureau. Ce sont des grands moments quand vous êtes devant une salle parfois peut-être plus remplie que la vôtre, les gens donnent des prix, lèvent la main et on y va, 20 000, 22 000, 23 000, et à la fin le marteau tombe et hop, la petite personne, la petite conservatrice d'Alès qui se lève, j'exerce le droit de préemption dans l'État pour le musée Pape d'Alès, ça fait son effet, alors il y a la salle de mur, je me regarde. Donc ça, le droit de préemption, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Alors, je commence un petit peu sur l'histoire des musées. Alors, j'avais les définitions, pardon, je l'ai dit. Comment dire, donc je vous ai parlé de la Grèce. En fait, le départ, c'est en Égypte et à Alexandrie.
où en fait c'est là qu'on trouve la première ébauche d'un musée avec un projet pharaonique de la grande bibliothèque. Le roi Ptolémée Ier, Soter, crée en fait un lieu de recherche, un observatoire, une bibliothèque, des salles d'études, un amphithéâtre, des jardins botaniques et zoologiques, et essaye de regrouper à un endroit du monde tous les savoirs de l'univers connu de l'époque. Évidemment, coup d'arrêt au moment de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Et ensuite, nous avons en fait des collections qui se créent dans les cours princières, les cours ducales aussi. Donc, entre le XIVe et le XVIIe siècle, vous avez les Habsbourg et les Bourbons en Espagne, qui vont notamment donner connaissance au musée du Prado, avec les collections de Philippe IV d'Espagne. Les collections papales à Rome, le rôle du pape est très important à Rome. C'est d'ailleurs en 1471 que Sixte IV offre au peuple romain sa collection d'antiques, qui donc était installée au Latran et qui déménage au Capitole, et qui va être ensuite la base des musées du Vatican, entre autres. Mais donc là, en 1471, la première fois qu'une collection est ouverte au public via le Sénat romain. À Rome, vous n'avez pas les papes, vous avez la famille Borghese, la famille Farnèse, grand palais de musée. Aujourd'hui, le musée Borghese est un musée extraordinaire. En Allemagne, en Autriche, vous avez aussi Habsbourg, le palais du Belvédère. Il va y avoir des expositions des Habsbourg, Charles Quint, Rodolphe d'Autriche, qui vont collectionner. Et puis en France, si on s'y attarde un peu plus, on a les Valois qui collectionnent beaucoup, les ducs de Bourgogne. On a commencé par les ducs de Bourgogne, comme par exemple Philippe Hardy, le duché de Bretagne, Anne de Bretagne, a hérité d'une très belle et très grande collection. François Ier, ensuite, avec des campagnes militaires notamment, va ramener d'Italie à la fois des œuvres, mais aussi des artistes pour décorer notamment Fontainebleau. Il va faire venir Léonard de Vinci, il va prendre aussi François Clouet, qui est un artiste français, et il fait venir aussi des artistes des Flandres. Et en fait, ces ducs, ces princes, ces rois qui collectionnent, ça donne envie autour d'eux aussi à la cour. Par exemple, le connétable Anne de Montmorency, François Ier, va lui aussi collectionner, être l'auteur d'une grande collection. Plus tard, Richelieu aura aussi une collection qui équivaut presque à la collection royale. Donc on a comme ça des très très grandes collections. Alors Henri IV n'est pas le plus grand collectionneur. Entre François Ier et Louis XIV, les rois collectionnent, mais moins. Celui qui va développer ce faste et cette tradition, c'est vraiment Louis XIV, qui va commander aussi aux artistes des décors à la gloire de la monarchie absolue, notamment pour décorer Versailles, comme vous le savez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on parle toujours, évidemment, on va l'aborder juste après, de la période des Lumières et de l'ouverture du Muséum central du Louvre en 1793, mais en fait, sous Louis XVI, le premier musée s'est ouvert au Palais du Luxembourg en octobre 1750 et a été fermé en 1779. Donc pendant 29 ans, une partie des collections du roi était visible, alors certains jours, à certaines heures, mais était visible pour le public. En Angleterre, ça fonctionne un petit peu différemment, mais il y a toujours un comportement un peu insulaire de nos voisins britanniques. Eux, ce n'est pas tant les collections royales, mais ce sont plus des collections en fait de notables qui ont été, la première a été donnée à l'université d'Oxford, et c'est le Asheringham Museum qui devient en fait le premier musée public. Donc via une université. Vous voyez, le modèle anglais ne commence pas comme le modèle français, mais aujourd'hui il y a quand même de très très grands musées, mais on pourrait par exemple penser que c'est le Victoria and Albert Museum, le début, et non, ce n'est pas comme ça que ça commence. Alors, on va regarder juste des cabinets de curiosité, voilà, ce genre à touche-touche. Alors, le musée ne présente plus comme ça, on pourra parler après de la manière dont on présente. J'en ai eu plusieurs, donc on peut peut-être les faire passer sans trop s'attarder. Un cabinet de curiosité, donc où on mélange à la fois des artefacts naturels. Je vous rappelle qu'au moment où on découvre l'Amérique, arrivent des animaux, alors soit vivants, soit déjà naturalisés, des haras, toutes sortes de perroquets aux couleurs extraordinaires, des tortues, des carapaces, et donc on va collectionner ce qu'on appelle des naturalia, c'est-à-dire des objets qui
viennent de la nature, et on collectionne aussi évidemment des objets faits par les artistes. Alors, un grand goût prononcé pour l'archéologie et les antiques. Déjà la Renaissance remet au goût évidemment sur cet intérêt pour la Grèce et la Rome antique, et puis aussi un intérêt pour les artistes contemporains. Les artistes contemporains sont aussi collectionnés au moment où ils créent. Et puis je crois que j'ai mis la grande galerie du Louvre après. Tout de suite, bon, ce genre de. Donc voilà, à droite vous avez la grande galerie du Louvre, donc on va en parler. Les lumières, en fait, donc l'importance des lumières pour les musées est fondamentale puisque c'est le siècle de la connaissance. On a dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il est dit dans une partie située au midi, on pourra placer tous les tableaux du roi qui sont présentement entassés et confondus ensemble dans des garde-meubles où personne n'en jouit. Donc Diderot et d'Alembert avaient déjà ce sentiment, voilà. Donc je vous disais tout à l'heure que l'ouverture au public est antérieure de 40 ans à la Révolution. Et ensuite, les musées vont, si je puis dire, s'enchaîner. Alors, il faut quand même regarder ce qui se passe aussi outre-Rhin. Le musée de Mannheim, par exemple, ouvre en 1756. Dresde en 1760. En 1769 à Kassel, 1770 à Düsseldorf. Donc voilà, nos voisins ouvrent aussi des musées. Et puis, on parlait d'Angleterre, le British Museum 1759. Un des musées du Vatican, le musée Pio Clementino en 1784, et donc en 1793, le Muséum central des arts, le Louvre. Alors, le modèle révolutionnaire français nous a permis, entre autres, que les collections royales, les biens du clergé et le bien des immigrés, donc tous ceux qui ont fui puisque la monarchie a chu, vous le savez, et ces confiscations révolutionnaires deviennent, donc par nationalisation, deviennent le bien de l'État. Le Louvre, c'est l'idéal d'un musée-monde, un musée universel, un musée où on trouverait tout. Alors aujourd'hui, au Louvre, on a une périodicité, on s'arrête à la Révolution française et ensuite une continuité au musée d'Orsay, puis au Centre Pompidou, dans d'autres musées. Et si vous prenez par exemple l'idéal de la fondation du Louvre à Abu Dhabi, c'est un musée-monde qui souhaite de traiter de tous les arts, sur tous les continents, à toutes les périodes. C'est une ambition qui est quand même démesurée, mais à l'image de ce musée. Il faut souligner le rôle des sociétés savantes, qui par leur philanthropie et leur connaissance des arts ont aussi fait de dons et ont beaucoup aidé les musées et les collections à se constituer. En France, donc en l'an 9, c'est-à-dire en 1801, le décret Chaptal, donc du ministre de l'Intérieur pendant le consulat sous Napoléon, ce décret demande au Louvre de déposer dans 15 villes de France des œuvres pour pouvoir justement permettre l'éducation du peuple en province. Donc c'est comme ça que va commencer ces grandes vagues d'envois de l'État. On appelle ça encore des envois de l'État. Et par exemple, régulièrement, on fait des passations de propriété. Nous, récemment, à Alès, on a reçu en propriété pleine, ce ne sont plus donc des dépôts, les œuvres qui avaient été déposées avant 1905. Toutes celles qui ont été déposées entre 1905 et les années 30, pour le moment, appartiennent toujours à l'État, ou vraisemblablement, d'ici 10, 15, 20, 30 ans, l'État fera encore une nouvelle passation de propriété. Voilà, alors aujourd'hui, nous vivons, vous l'avez compris, sous la loi Musée de France de 2002. Il y a quand même eu une ordonnance en avril 1945 qui définissait l'organisation provisoire, alors qui est restée provisoire de 1945 à 2002, des musées de beaux-arts. C'est intéressant parce qu'au départ, on pense surtout, quand on pense musée, on pense peinture, on pense art. Et les musées d'histoire naturelle, eux, sont régis par en fait un autre service. Et cette ordonnance définissait 3 niveaux: les musées nationaux, les musées classés et les musées contrôlés. Aujourd'hui, avec la loi du Musée de France, il n'y a plus que 2 niveaux: les musées d'État et les musées territoriaux, donc des collectivités. Dans la deuxième partie du XXe siècle, on a eu un développement spectaculaire du nombre des musées, avec des projets qui sont portés au plus haut niveau de l'État. Il faut quand même remarquer que généralement chaque président veut marquer de son empreinte
avec un musée, mais c'était déjà le cas avec Louis-Philippe et son grand musée à Versailles de l'histoire de France, qui finalement n'est pas devenu ce qu'il souhaitait, mais on a aussi Napoléon qui a fondé le château, enfin le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, donc le musée de Saint-Germain-en-Laye, et vous avez Pompidou qui a donc fait le centre Pompidou qui va fermer bientôt pour rénovation pendant plusieurs années. Vous avez Giscard avec le musée d'Orsay, vous avez le projet du Grand Louvre avec la pyramide sous Mitterrand, vous avez Jacques Chirac avec le Quai Branly, et ensuite il y a un trou, parce qu'il n'y a plus de sous. Mais Nicolas Sarkozy avait un projet, le musée d'histoire de France. Alors, l'Arlésienne, au niveau des musées, c'est ce grand musée d'histoire de France, qui n'existe pas en fait. Vous avez des musées thématiques sur certaines périodes, vous avez le musée carnavalet d'histoire de Paris, mais vous n'avez pas le grand musée de l'histoire de France. Donc, c'était un projet au départ à Versailles et Louis-Philippe, mais qui n'a pas abouti tel que pensé au départ. Voilà. Cela dit, notre président actuel vient d'ouvrir le musée de la langue française. Donc, il y a voilà, ces grands projets. Alors, juste pour rappeler la grande typologie des musées, vous avez des musées d'histoire, des musées d'art appliqué et des musées industriels, des musées scientifiques comme par exemple les arts et métiers, musée d'anatomie, musée d'artillerie, les militaires aussi ont plusieurs types de musées. Ce qu'on appelle donc des musées de société, héritiers de Georges-Henri Rivière avec les musées des ATP, aujourd'hui déménagés au Mucem à Marseille, les musées de plein air, donc on en verra un exemple tout à l'heure, musées des monuments français, des musées qui sont installés dans des sites et dans des châteaux, donc ce qu'on appelle des musées de sites, des musées fondés par des personnalités, donc des musées qui peuvent être biographiques, des musées commémoratifs, comme pour le musée de la Shoah. Aujourd'hui, on a en France plus de 1200 musées qui sont reconnus musées de France par cette appellation du ministère. Évidemment, il y a d'autres types de structures qui se multiplient et qui s'appellent ou s'auto-appellent musées, mais qui ne sont pas reconnus, dont 61 qui sont des musées d'État. Le musée d'État que vous connaissez le mieux, c'est ce qu'on a cité situé à Paris, mais par exemple le musée de la porcelaine à Limoges est un musée d'État. Le musée Fernand Léger à Biot, c'est un musée d'État. Le musée Chagall à Nice, c'est un musée d'État. Le musée Magnien à Dijon est un musée d'État. Mais des grandes villes, par exemple comme Lyon, n'a pas de musée d'État. C'est étonnant, mais il n'y a pas de musée d'État à Lyon. Un musée d'État, c'est un musée qui est géré directement, vous l'avez compris, par l'État, avec des fonds directement qui viennent de l'État et un personnel d'État. Alors que donc tous les autres musées, donc là on peut en citer 1200, sont gérés par des collectivités territoriales, donc de l'échelon municipal jusqu'à l'échelon de la métropole. On dénombre environ 55 000 musées dans le monde. Voilà, alors je vous ai mis le British Museum en haut à gauche, les offices, vous avez plusieurs choses italiennes, Düsseldorf. Ensuite, la suivante. Alors, différentes tailles, voilà, le muséum d'histoire naturelle, le musée Monk à Oslo, le musée de plein air. Alors, le musée de plein air, c'est des reconstitutions d'un héritage vernaculaire bâti, et donc de pouvoir circuler en plein air. Alors, ça pose des questions de conservation qui sont bien différentes. La cité de l'immigration, le musée de l'immigration, voilà, donc des fois vous avez des musées sur des thématiques, hein, des musées de, par exemple, à Fort-de-France, à Martinique, vous avez un musée sur l'histoire de l'esclavage, vous avez sur l'histoire coloniale, le musée du CNAM, les arts et métiers, dans le 3e arrondissement à Paris, qui avait notamment le fameux pendule de Foucault, donc qui est, je pense, l'attraction la plus connue de ce musée. Voilà, donc ça c'est tous ces... Pardon. Alors, ensuite, merci, désolé. Voilà, alors je vous ai mis différentes cartes pour qu'on voit les différents musées où ils se situent, combien il y en a. Donc là, j'en ai plusieurs pour arriver jusqu'à l'Occitanie. Voilà. Alors les régions rouges, c'est là où il y en a le moins. Donc vous voyez en vert dans le Gard, mais juste à côté, voilà, Lozère, il y en a beaucoup moins. Après, c'est aussi une question de densité de population. Hein. On reconnaît la grande diagonale du vide. Et puis, alors après, c'est la région parisienne aussi qui est un
peu étonnante. Et puis évidemment, la Corse, les DOM, voilà, qui sont moins équipés. Et puis ensuite, donc l'Occitanie, pour que vous repériez, allez-y. Voilà, avec les différents. On est une région où il y a quand même beaucoup de musées, mais on est une grande région. Donc c'est assez logique. Et bien c'est pareil, ça se concentre sur la côte et puis après dans les métropoles principalement. Alors, voilà, différents types de musées. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'on vient plus voir une collection ou est-ce qu'on vient plus voir un bâtiment, un geste d'architecte? Chacun répond en son âme et conscience. En tous les cas, on a soit des créations de bâtiments, donc là c'est des exemples que je vous ai mis, avec des choses plus anciennes, comme le Guggenheim à New York, Centre Pompidou, mais des choses aussi beaucoup plus récentes, la fondation de Vuitton à droite, le Louvre à Abu Dhabi, ici au milieu, et puis le Pompidou Metz par exemple. Enfin voilà, il y a plusieurs choses. J'ai mis une deuxième aussi avec d'autres, évidemment la galerie du Louvre, un musée au Canada, là, c'est en Dicebert, on est en Chine, alors je ne peux pas prononcer le nom de la ville, mais nous sommes en Chine en haut à droite, et là nous sommes au musée Soraya à Mexico, donc au Mexique. Aujourd'hui, on a des architectures singulières, le geste architectural prime presque sur la collection. Il est d'ailleurs bien dur pour de nombreux collègues conservateurs de gérer ces espaces-là par la suite, puisque dès qu'on veut bouger quelque chose, le musée duquel on lit, je ne sais plus combien d'années, il ne fallait pas toucher, changer le sens de la porte d'accueil, de l'entrée, etc., puisque l'architecte avait son droit moral qu'il exerçait. En tous les cas, voilà, ça peut nous interpeller. Alors, les musées les plus fréquentés au monde, le musée le plus fréquenté au monde, c'est le Louvre, à Paris, avec plus de 10 millions, on approche des 11 millions de visiteurs par an. Il faut savoir qu'il avait été conçu et dimensionné pour 7 millions par l'architecte en 89, je crois. Donc aujourd'hui, on est au-delà, c'est une autoroute. Je ne sais pas si récemment vous êtes allé voir la Joconde, parce qu'il faut pas toujours repasser voir. Maintenant, vous avez des selfies, on fait la queue, serpentin, et on attend 20-25 minutes pour pouvoir la voir. C'est très compliqué. Ensuite, les musées du Vatican, le British Museum à Londres. Alors, certains chiffres de certains musées chinois viennent tendent à contrebalancer. Le Metropolitan Museum à New York, la Tate Modern à Londres, le Musée national de Corée à Séoul, le musée d'Orsay à Paris, le National Gallery of Art à Washington, et voilà pour les plus grands musées. Donc, peut-être juste, donc nous à Paris forcément, enfin en France, nous c'est forcément le Louvre et Orsay qui sont les plus visités, mais le centre Pompidou, voilà, il est fermé, mais donc du coup a une aussi très grande fréquentation. Pour parler des chiffres français, c'est intéressant. Alors ce sont des chiffres avant Covid, parce qu'il y a un avant et un après dans le monde, mais dans le monde des musées aussi. 44% des Français disaient, en répondant au sondage, disaient avoir fréquenté un musée au moins une fois par an, soit 10% de plus que dans les années 2000. Donc, le pourcentage de gens venant une fois par an a tendance à s'accroître. Parce que, si vous voulez, vous avez un bilan quantitatif et un bilan qualitatif. Le quantitatif, c'est qu'il y a toujours plus de monde dans les musées parisiens qu'on vient de citer. La question, c'est de savoir est-ce que ce sont toujours les mêmes qui reviennent, et auquel cas on n'est pas dans une dynamique de démocratisation culturelle. Par exemple, la question de la gratuité, c'est un grand débat dans les musées, mais les études ont montré que la question de la gratuité, il y a un effet d'opportunisme pour les gens qui viennent déjà, et qui donc peuvent se permettre de revenir plusieurs fois parce que c'est gratuit. Mais la gratuité ne fait pas venir des gens des banlieues dans les musées. Donc le public que l'on cherche à atteindre, le public qui ne vient pas, celui qu'on appelle notre non-public, la gratuité, pour certains, mais c'est pas le déclencheur, en tout cas c'est pas une baguette magique. Donc il y a des questions comme ça qui se posent. En tous les cas, ces chiffres prennent en compte, ça il faut avoir l'honnêteté de le dire, comme nous quand on annonce qu'on fait entre 10 et 13 000 visiteurs, par exemple au musée bibliothèque Pierre-Antoine de Moi, nous avons 3/4 de nos visiteurs qui sont des petits visiteurs captifs, ce sont les scolaires. À partir du moment où l'enseignant décide qu'on fait la sortie, on fait la sortie, c'est pas un public qui choisit de venir, c'est un public qui est obligé de venir. Alors, content, attention, content de venir, mais obligé. Donc, voilà, il faut, derrière tous ces chiffres, il faut aussi regarder
la part donc, notamment des scolaires. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est d'analyser le rôle donc, des musées. En même temps, il me reste encore, mais j'avance. En tous les cas, les objets qui sont dans les musées sont des objets qui sont décontextualisés et coupés de leur univers de départ. Les trésors, les collections royales dont on a parlé, sont surtout des peintures religieuses ou des sculptures, en tous les cas avec des thèmes religieux. On est bien d'accord qu'un retable, quand il est dans un musée, n'invite pas à la dévotion. Une pièce des arts islamiques, au musée du judaïsme, etc., il n'y a pas de pratique religieuse dans les musées. Donc on coupe l'arbre de ses racines. On est bien d'accord qu'on décontextualise. Pour patrimonialiser un objet, il faut le sortir, l'extraire de son milieu naturel. Donc on porte sur lui un autre regard, qui n'est plus un regard sacré au sens religieux, mais qui devient un regard sacré au sens patrimonial. Donc ça, c'est intéressant de se poser cette question. Aujourd'hui, nous avons des artistes qui créent spécifiquement pour les musées, ce qui n'est pas le cas au départ. Aujourd'hui, il y a des artistes dont le but est de rentrer au musée, parce que notamment, ça travaille à leur cote. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour l'éternité. Donc, l'invention du musée, il faut bien se rendre compte que c'est une rupture intellectuelle et sensorielle pour l'histoire, dans l'histoire de ces objets. Et puis, il y a aussi donc, cette dimension dont je vais parler, encyclopédique et pédagogique, éducative des musées. Alors, les musées ont toujours été en lien avec l'Académie royale des beaux-arts, qui ensuite devient Académie des beaux-arts après la Révolution française, avec les écoles d'art, avec les écoles, je viens d'en parler. Il faut savoir qu'en Italie, depuis plusieurs décennies, l'histoire de l'art est obligatoire. C'est dans le programme. En France, c'est quelque chose d'un peu plus frileux, c'est inscrit depuis 2008, mais c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas d'enseignants dédiés. C'est souvent le prof de français, le prof d'art plastique, le prof d'histoire qui s'y colle, et donc ils ne se sentent pas forcément armés pour le faire. En tous les cas, quand je dis qu'il y a un rôle éducatif, oui, dans un musée, les jeunes apprennent à exercer leur jugement critique. On leur enseigne aussi des valeurs démocratiques, donc ce qui est valable pour nos pays occidentaux, et ce besoin de transmettre. Alors, je fais juste une petite incise, parce que, on parlait des définitions de musée au départ, peut-être que ce qui est très intéressant, c'est de se poser la question, toutes ces définitions, on parlait par exemple de valeurs démocratiques, est-ce qu'un musée qui aujourd'hui se constitue à Moscou, qui s'appelle Musée Vladimir Poutine, avec des objets du dirigeant russe, qui donc a une collection, ouvre au public 7 jours sur 7, de 9h à 12h, de 14h à 18h, comment est-ce que l'ICOM, par exemple, reconnaît un tel musée? Un musée qui ferait l'apologie d'un dictateur. Est-ce un musée? Je ne réponds pas. Un musée qui, par exemple, aujourd'hui, refuserait dans un pays, pas en Occident, mais dans d'autres pays, refuserait la théorie d'évolution de l'espèce. Est-ce un musée? Il y a une collection, il est ouvert au public, il n'est pas publicatif, il coche toutes les cases de l'ICOM, et pourtant, il y a quelque chose là qui dérange, en tous les cas, les choses qui sont admises communément. Et donc, voilà, tout à l'heure, je disais, donc tout ce que j'ai dit là sur le rôle démocratique, pédagogique, etc., on l'entend pour les musées occidentaux. Je parle de la France et des musées occidentaux parce qu'il faudrait un véritable exercice de décentrement que je ne suis pas capable de faire, je le dis, pour parler d'autres musées dans d'autres pays qui n'ont pas la même vision, parce que je n'ai pas été formée avec cette déontologie-là, je ne suis pas en capacité d'en parler, donc je vais vous soumettre ces questions parce que c'est intéressant. En tous les cas, je disais tout à l'heure que les musées étaient le miroir et le baromètre de nos sociétés. Par exemple, avec le développement durable, aujourd'hui, quand on fait un projet d'extension de musée, il faut qu'il soit HQ, il faut qu'il soit haute qualité environnementale. C'est aussi le reflet de notre réflexion. Actuellement, on a une grande réflexion en France, vous l'avez noté, sur notre histoire coloniale passée. Et donc, dans les musées, il y a un grand débat qui est musée depuis maintenant 20 ans, c'est la question des restitutions. Alors, ouvrons la question. La question des restitutions, c'est en fait la reconnaissance du droit des peuples à disposer de leur patrimoine. Alors, je ne parle pas, il faut en mélanger un peu tout dans une boîte. L'obélisque qui est sur la place de la Concorde est un cadeau diplomatique. La Joconde est arrivée dans les bagages de Léonard de Vinci et était offerte à François Ier. Il n'y a pas de souci sur beaucoup de cadeaux diplomatiques ou
d'achats qui ont été faits. On parle évidemment des spoliations. On parle par exemple, des frises du Parthénon qui ne sont plus en Grèce et qui sont en Angleterre et que la Grèce attend. On parle des ivoires ou des masques du Bénin. On parle de choses en Asie aussi, d'objets en Corée ou ailleurs, d'objets qui ont été en fait spoliés par un envahisseur. Donc, qui fait partie de l'histoire coloniale, qui aujourd'hui sont patrimonialisés chez nous, donc je le rappelle, inaliénables. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on veut rendre un objet, il faut le déplacer. On passe en commission des musées de France, c'est un processus très lourd. Et néanmoins, c'est un processus qui nous permet de prendre aussi conscience et de faire notre mea culpa. Alors, la condition pour que les objets soient rendus, c'est qu'ils soient accueillis dans le pays d'origine de manière, au niveau de la conservation, de manière correcte, avec des conditions qui sont optimales. Voilà. Mais par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de têtes maoris qui ont été rendues. Alors, les têtes maoris, en plus de la restitution du patrimoine, s'ajoute à cela la dimension des restes humains, qui est encore un autre sujet dans les musées. Comment traite-t-on les restes humains? Alors, les restes humains archéologiques, il y a 3000 ans, ça va plutôt bien. Les restes humains de l'époque, peut-être ça me rappelle quelque chose, la Vénus autantote. Voilà, ces restes de l'époque de l'esclavage, de l'époque du début du XXe siècle, de l'histoire carcérale, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Là, il y a une vraie question aussi. Voilà, excusez-moi, je suis partie sur plusieurs questionnements. En tous les cas, donc les missions des musées, et puis je m'en arrêterai là, mais il faut vous dire qu'on travaille dans le cadre d'un réseau professionnel, qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses formations qui forment les professionnels de musées, donc à la fois à l'université, des masters de régie, l'école du Louvre, avec des chercheurs, l'Institut national du patrimoine et le CNFPT qui forment les attachés, les conservateurs, et on a donc un panel de métiers différents dans les musées, parce que des fois dans les musées on se dit, il y a le conservateur avec les gardiens. Alors déjà, les gardiens, c'est des agents d'accueil et de surveillance. Et puis en fait, dans un musée, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la communication, quelqu'un qui s'occupe de la maintenance des bâtiments, parce que c'est aussi des bâtiments qui vivent et qui rencontrent des problèmes de fissures, d'infiltration, et j'en passe. Vous avez des gens qui s'occupent évidemment des œuvres pour en prendre soin, les régisseurs, des monteurs d'exposition, des personnes administratives qui font tout ce qui est engagement financier, actes administratifs, des conventions, des partenariats, des contrats, etc. Donc il y a toute une multitude de gens, une myriade de personnels qui travaillent. Alors parfois, la même personne a plusieurs casquettes parce qu'on est dans des petits musées, et puis dans les grandes institutions, là ce sont des armées mexicaines qui se déploient. En tous les cas, c'est intéressant d'avoir conscience qu'il y a une véritable professionnalisation depuis 30 ans en France et dans les musées limitrophes. J'avais mis une image pour vous dire qu'on se posait beaucoup de questions dans les musées quant à la scénographie et la manière d'exposer les œuvres, parce que c'est toujours un défi à la fois de vouloir être dans l'air du temps, donc là vous avez la tendance du tout numérique, enfin, dans tous les cas du trop numérique, qui devient vite obsolète parce que là maintenant c'est très compliqué. Et puis voilà, par exemple des œuvres qui flottent à São Paulo, j'avais beaucoup apprécié, où finalement l'œuvre est déconnectée de son socle et semble flotter comme ça dans l'air. Voilà. Les points de vigilance sur lesquels nous sommes actuellement en train à la fois de réfléchir et qui parfois sont le poil à gratter de la profession, c'est notre lien avec le marché de l'art. Les conservateurs doivent se tenir à l'écart du marché de l'art tout en y participant, mais sans faire le jeu des marchands. Donc nous sommes sur un fil, parce qu'on peut vite être taxé de favoriser la montée en puissance d'un artiste et une galerie, donc il faut essayer d'être impartial, tout en ne ratant pas les bonnes affaires et l'opportunité de faire rentrer un artiste dans les collections, sachant que généralement, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les musées n'ont pas les moyens de s'aligner sur les fondations et les collectionneurs privés, donc généralement, on ne peut pas acheter. Donc nous comptons sur la philanthropie de généreux donateurs. C'est comme ça qu'on acquiert le plus, c'est par des dons. Nos vigilance, je l'ai dit en préambule, mais je le répète, c'est évidemment toutes les activités commerciales et la question de la rentabilité. Un musée est-il rentable? Alors non, un musée, stricto sensu, ne rapporte rien au PIB directement. On ne fait qu'acheter des œuvres et dépenser de l'argent pour les entretenir et les faire voir. Néanmoins, l'économie secondaire engendrée par la culture est évaluée à plusieurs
milliards parce qu'en fait, il y a une attractivité, une attraction touristique avec les musées et le patrimoine en général, châteaux, sites, etc. La question de la place de la recherche nous intéresse parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps d'en faire et on a, alors, certains diraient laissé, diront abandonné, cela au monde universitaire. Sauf qu'il y a une véritable césure, scission, je sais pas, un fossé en tous les cas, entre aujourd'hui la vie des musées et la vie des universités, surtout comme nous, les petits musées, nous sommes assez loin des villes universitaires où ça se passe, si je puis dire. Donc c'est assez difficile de faire venir des chercheurs sur nos collections et de travailler sur nos collections. Quelque chose aussi qui nous ronge un peu dans les musées, c'est la course à l'événementiel, au détriment des actions de fond, c'est-à-dire que la mode du hors les murs, la question de la notoriété qui passait finalement avant celle de notre vocation première, c'est le plus d'expositions, des expositions blockbusters, des expositions qui marchent, avec des noms, et finalement le risque de refaire aussi toujours la même chose, le risque de faire des choses qui nous éloignent de notre fond. Normalement, dans un musée, on expose des choses qui sont en lien avec la thématique du musée. Alors, parfois, de moins lointaine, mais voilà, c'est en lien. Et souvent, aujourd'hui, on recherche finalement à ce que ça soit visible, rentable, et c'est un danger. En tous les cas, il ne faut pas y perdre son âme. Et donc, la question du tourisme et du tourisme de masse est un véritable enjeu. Donc, le musée, vous l'avez compris, c'est un lieu fait de paradoxes, qui est un espace public et en même temps avec des contraintes de conservation que souvent on ferme, et puis un lieu vivant et en même temps qui a le poids de l'histoire sur ses épaules. Mais en tous les cas, ce que l'on cherche à faire, c'est parler du passé pour mieux construire l'avenir, et on le fait avec différentes manières d'aborder le sujet. Marianne fait un signe, il faut que je le teste. Je t'aime. Un immense merci, Carole. Plein de questions, oui. Pas beaucoup de réponses. Une grande neutralité administrative, et tout est passionnant. Mais moi, je vais vous poser la première question. Quel est le musée de rêve du futur pour vous? Il n'y en a pas un, en fait. C'est la pluralité, c'est le bouquet. Par contre, c'est sûr que ça ne ressemblera pas à un cybermusée. Le musée de rêve, pour moi, c'est que le musée du 22e et du 23e siècle reste un musée où ce qui prime, c'est les œuvres, et les œuvres en vrai. Donc on y va. Donc on y va. Et je crois qu'à la fois le virage numérique que l'on prend depuis 10 ou 15 ans, et à la fois cette période de Covid où on a été maintenu fermé, malgré nous, pendant des mois et des mois, nous a fait prendre conscience de cette envie du partage du patrimoine physique, ou quand il est immatériel, en tous les cas, du patrimoine in situ dans le musée. Donc pour moi, le musée du futur reste un musée où il faut venir physiquement. Merci beaucoup, mais je suis restée sur ma fin. On n'a pas parlé d'Alès. Non, mais je n'ai pas de temps. Et alors on n'a pas le temps, c'est bien embêtant parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses et des choses passionnantes à Alès. Est-ce que tu pourrais quand même en dire un petit mot? Oui, de l'actualité. De l'activité, ce qui se passe, c'est des 3 musées d'Alès. Donc un musée d'archéologie et de beaux-arts, le musée du Colombier, que l'on réouvre là, après 4 mois de fermeture. Donc effectivement, la vie des musées est en fait ce qu'on appelle un chantier des collections. Alors un chantier des collections, on a tout décroché, on a tout dépoussiéré, donc toutes les toiles, alors avec un aspirateur dorsal, un masque. Vous auriez dû me voir, c'était très sympa, je l'ai dit en cosmonaute. On aspirait avec des plumes, on nettoyait entre la toile et le châssis. Une poussière incroyable est sortie, des bouts de paille, des bouts de des insectes, enfin bon, plein de choses. On a tout nettoyé, on a tout repeint, on a tout réaccroché différemment, et donc avec finalement les mêmes ingrédients, on vous propose une autre recette, en tous les cas un petit peu plus fraîche, un petit peu rajeunie. Donc ça ouvrira le 7 mars, et ensuite de manière régulière, tous les 4-5 mois, on va travailler sur un sens. Donc on va commencer par l'ouïe, et puis après je peux rencontrer du goût, de l'odorat. Voilà, pendant 1 an et demi, on va travailler sur les œuvres et les 5 sens. Le musée bibliothèque Pierre-André Benoît, c'est important de savoir que c'est un musée bibliothèque parce qu'on a un dépôt de la BNF de livres de Pierre-André Benoît. Pierre-André Benoît qui est donc éditeur et imprimeur dans la région d'Alès, et qui a travaillé avec Picasso, Miro, Alechinsky,
du buffet, du Canada, et des gens moins connus, parce que voilà, il a fait plus de 750 livres dans sa vie, et il a collectionné, il fréquentait tous ces artistes, il a collectionné, et eh bien, on va dire, quand la trotteuse a tourné, il s'est demandé ce qu'il allait faire de cette collection, n'ayant pas de famille. Bon, en même temps, il y a des gens qui ont des enfants, mais qui savent qu'ils ne vont pas s'en occuper, donc ils souhaitent léguer, donc il a donné, fait une donation en 1986 à la ville d'Alès, avec en contrepartie le projet de faire un musée, donc il a ouvert en 1989. Avoir un projet de musée en 1986, ouvrir un musée en 89, aujourd'hui c'est strictement impossible. Le temps de gestation d'un musée, et certaines personnes dans la salle le savent, c'est une dizaine d'années. Entre le moment où on a l'idée, la volonté, le moment où on écrit le projet, où on rassemble les financeurs autour de la table, tout le monde se met d'accord, on cherche les entreprises font les travaux, 10 ans, minimum. Et donc ça m'amène à parler du troisième musée, qui est les Anglais du musée des Seigneurs. Donc Daniel Travé, qui est le fondateur du musée des Seigneurs, et qui vous parle de la collection, donc le musée de société qui parle de la vie en Cévennes du XVIIIe siècle à nos jours, avec une spécificité sur l'industrie de la soie. Donc dans une ancienne filature, et je vous invite à venir voir, qui est ouvert en 2017. On va avoir une exposition sur les bas. Sous le Liban, normalement, vous avez un intérêt tout particulier pour les bas. Donc, depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, hein, donc pas de laine, pas de soie, pas de nylon, etc. Et puis, non, je vous ai pas dit que, quand même, jeudi s'ouvre à Alès l'exposition sur le compagnonnage de Cromlin avec Pablo Picasso. Et donc, une exposition qui s'appelle La route du cuivre, qui sont sur les dernières gravures de Picasso de la dernière période. Et donc des estampes, 48 estampes avec des photographies aussi de cette période. Donc on revient sur la technique. Au musée Pape, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la gravure et toutes les œuvres sur papier. Merci. Voilà, ça fait Oui, merci pour votre exposé très intéressant. Et j'ai bien noté l'évolution du musée. Je voulais savoir comment vous envisagiez l'évolution de la médiation, que je n'ai pas entendu prononcer. C'est un mot que je n'ai pas entendu. Et dans un musée, il y a des œuvres, il y a un public, il y a le rôle des médiateurs qui mettent en relation l'œuvre et le public. Alors c'est toute la partie que j'ai évoquée sur le partage, l'ouverture au public, etc. Dans la loi, c'est bien mentionné sur les publics. Et donc on a des types de médiation différentes selon les musées, à savoir des médiations ça marche ? Oui, ça marche. Donc des médiations qui sont en salle, devant les œuvres, avec différents types de publics, donc les scolaires, des adultes, des personnes issues du champ social, des personnes porteuses de handicap. Donc là, ça demande, par exemple, sur Alès, on n'a pas de personnes spécialisées sur les handicaps. Il y a dans les plus grands musées, ils ont des médiateurs qui sont spécialisés selon les types de publics, la typologie des publics. Après, vous avez des médiations qui sont non pas orales, mais qui sont écrites. Déjà, à savoir qu'un panneau de salle dans une exposition, c'est déjà une médiation, parce qu'on vous raconte déjà quelque chose. Un catalogue d'exposition, la personne qui suit peut en parler, mais un catalogue d'exposition, c'est aussi une médiation. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est virtuel, donc il ne faut pas le diaboliser, parce que c'est très intéressant. Ça permet notamment de pouvoir préparer en amont, de pouvoir poursuivre sa visite, et surtout, ça permet d'intéresser le public le plus jeune qui est né avec ces outils-là et qui en a, je crois qu'on a besoin d'ailleurs, on peut le dire, pour une médiation avec les œuvres. Donc on a aussi des médiations numériques qu'on a très peu, nous, sur Alès. Quand il s'agit de patrimoine immatériel, on peut avoir des choses à écouter, des touches sonores, ou des... Je ne sais pas si c'est le sens de votre question. Non, c'était... Vous parlez effectivement de liens de médiation très contemporaine qui parlent aux plus jeunes, mais il y a aussi des guides conférenciers. Les gens, est-ce qu'on a encore besoin dans les musées, est-ce qu'on aura besoin dans les musées du futur de guides conférenciers en chair en os? Oui, je pense par exemple par rapport au audio guide. Pour pas, alors, certains musées font le choix d'avoir une guidance, soit par QR code, ou une boucle sonore, soit effectivement des guides, des médiateurs, des médiateurs, mais c'est la carte de conférencier. Alors, nous, on a plusieurs médiatrices, surtout des femmes chez nous, mais il y a des hommes aussi qui font ce métier. Nous, on en a plusieurs, effectivement, qui sont soit orientés sur le public scolaire, soit sur le public adulte. Et oui, donc je pense qu'effectivement, la médiation, si vous voulez,
l'ébahissement devant l'œuvre d'art, comme le disait Malraux, ça marche, mais ça marche avec une population qui a déjà une éducation artistique et muséale. C'est-à-dire que venir au musée et comprendre et percer les mystères d'une œuvre seul, sans avoir des explications en amont, ça me semble quand même très difficile. Il y a des gens qui ne souhaitent pas de médiation, il y a des gens qui veulent juste avoir l'impact de l'émotion. Mais on se rend compte que la plupart du public souhaite une médiation. Je dirais 90%, 95% des gens veulent une médiation. Ils sont très rares ceux qui veulent être tout seuls. Merci madame pour cet exposé extraordinaire, avec beaucoup de brio, de talent et de charme, qui nous a fait parcourir l'histoire des musées en quelques minutes de façon magnifique. Personnellement, je voudrais juste mettre l'accent sur un musée que je trouve particulièrement exemplaire. C'est le musée qui a été créé par Pierre-Henri Rivière, le musée des ATP, qui est devenu ensuite le musée du Louvre, et qui est l'exemple d'un musée qui a apporté dans la recherche, et en particulier en ethnologie, qui a aidé à la création d'une discipline entière de recherche qui est l'ethnologie, avec le musée de l'homme qui est à l'époque. C'est devenu quelque chose de différent. C'est, je crois, un exemple remarquable du rôle d'un musée qui peut aller jusqu'à créer une discipline. Alors, l'ethno existait déjà. Ce que Georges-Henri Rivière fait, c'est la muséologie, c'est la science des musées, de comprendre comment fonctionnent les musées, donc c'est la muséologie. Et la muséographie, c'est l'art de mettre en scène. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous, j'y mettrais simplement un bémol dans le sens que sont devenus les ATP et qu'est devenu le musée de l'homme. Et l'histoire aujourd'hui est une histoire douloureuse pour les anthropologues et les ethnologues, parce que le musée de l'homme a été scindé en deux pour extraire toutes les collections extra-européennes et en faire le musée du Quai Branly de Jacques Chirac. Et le musée des ATP a été déménagé entièrement et a été refondé donc au MUSEM à Marseille, mais avec une vision très particulière qui est très intéressante, de l'ouverture sur la Méditerranée. Mais en fait, l'ethnologie européenne que défendait Georges-Henri Rivière et sa création dans les années 70 à Boulogne n'existe plus en tant que telle. Et donc il y a là, c'est très intéressant ce que vous dites, mais c'est un sujet très douloureux, c'est une plaie encore vive pour les anthropologues, parce que l'histoire a changé cette création de départ. Et aujourd'hui, les musées qui ont découlé de ces deux premiers musées fondamentaux, comme vous l'avez souligné, n'est plus la même. Et voilà, pour ma part, j'émets quelques critiques sur ce, mais bon, c'est intéressant aussi d'ouvrir de nouvelles propositions. Les musées ne peuvent pas rester toujours identiques, il faut qu'ils évoluent. Et c'est vrai que là, sur ces deux exemples-là, précisément qui concernent l'anthropologie, je pense qu'on a perdu en termes de présentation et surtout en termes intellectuels. Et on a scindé des équipes. On a coupé par exemple les équipes du Quai Branly et de l'extra-européen des équipes du musée de l'homme. Et on se retrouve avec deux équipes. Je crois juste qu'il y a une nouvelle directrice au musée de l'homme qui a bien l'intention de récupérer et de faire un certain nombre de choses. On va pas pouvoir prendre toutes les questions. C'est pas une question. Hilaire, tu poses la dernière parce que sans ça, on n'aura pas de livre d'art. C'est une simple remarque. Bon, Hilaire. Merci pour votre vision encyclopédique. On n'avait pas du tout perçu tous les axes analytiques que vous avez présentés. Donc, bravo. J'ai une question, elle n'est pas du tout évoquée. La migration des œuvres d'art entre musées dans ce maillage international pour des expositions particulières. C'est quand même quelque chose d'important. Ce voyage des œuvres d'art pour des expositions ponctuelles à thème bien. Comment ça se passe? Ça se passe par des demandes et des tractations entre musées. Une fois que les prêts ont été accordés, on organise ce qu'on appelle un convoiement. Donc un convoiement, ça veut dire gérer un transport, assurer les œuvres d'art, c'est très important, parce qu'on ne les assure pas, elles ne bougent pas. Donc on les assure ce qu'on appelle de clou à clou, c'est-à-dire à quel moment elles sont décrochées du lieu d'origine jusqu'à ce qu'elles soient de retour chez elles. On s'appelle à des transporteurs spécialisés ou on fait les transports nous-mêmes en interne. Et puis ensuite, il y a toute une
il n'y a pas que le transport, hein. Il y a évidemment la mise en scène, ce qu'on appelle l'expographie, c'est-à-dire la manière dont est-ce qu'on peint les murs, est-ce qu'on monte une cloison, où est-ce qu'on dépose les vitrines, de quelle taille va être la police des cartels, des panneaux de salle, etc. Et donc on se pose toutes ces questions-là. Et donc ensuite les œuvres arrivent, accompagnées ou non d'un responsable de l'institution qui prête, et sont exposées selon les conditions de l'institution prêteuse, c'est-à-dire que parfois vous avez des petits pictogrammes avec un appareil photo barré, ça veut dire que l'institution ou le prêteur privé, parce qu'on a aussi des prêteurs privés qui prêtent, des galeries aussi, ne veulent pas qu'on prenne de photos. Vous avez aussi des fois une distance, certains veulent qu'on mette des verres de protection, certains veulent que dans les vitrines il y ait des alarmes, etc. Donc on s'adapte aux conditions particulières. Aujourd'hui en France, la règle c'est que ces échanges d'œuvres d'art entre musées de France, donc le reconnu musée de France par la loi, ne soient pas monnayés, qu'on n'échange pas de l'argent. Donc ce n'est pas de la location, c'est du prêt. Par contre, dès qu'on traite avec des... Alors les privés non plus ne nous louent pas leurs œuvres, parce que généralement les privés qui ont des Picabia ou des Chagall, si vous voulez, ils n'ont pas spécialement besoin qu'on leur loue l'œuvre. Ils sont contents de la prêter, ou alors ils ne souhaitent pas que leur œuvre soit vue et ils disent non. Mais quand ils prêtent généreusement. Et ceux qui font payer les locations d'œuvres, ce sont les fondations privées. Donc voilà, les fondations privées louent les œuvres. On a travaillé nous, avec Miro, pour faire Miro en 2012, Dubuffet en 2015. L'année dernière, pour Braque, on a emprunté certaines œuvres à la Fondation Mag. Ce sont des gens qui nous font payer, qui nous font payer très cher, on parle de plusieurs milliers d'euros. Il y a un prix par œuvre. C'est aussi, il y a aussi ce côté mercantile. Mais quand on prête entre musées de France, déjà, il n'y a pas d'échange d'argent. Et normalement, à l'international, ça se passe plutôt bien. Après, il peut y avoir des coûts cachés, entre guillemets, qu'on n'a pas dit au départ, c'est-à-dire que l'œuvre qu'on va emprunter est abîmée. Pour qu'elle soit transportée, il faut qu'elle soit restaurée. Et là, c'est soit le propriétaire qui dit j'ai l'argent, autant vous dire que ça n'arrive plus, soit l'emprunteur doit payer. Là, par exemple, pour l'exposition sur les bas, il y a un musée, on veut faire venir un bas du 17e mais qui est abîmé, il va falloir qu'on le fasse restaurer, donc on va payer, nous, la restauration de cette œuvre qui ne nous appartient pas. Sinon, on ne la montre pas. Donc, c'est un choix. Une dernière remarque, et puis on passe au livre d'art. Oui, Carole, je voudrais compléter la réponse que tu as faite à monsieur à propos des musées d'ethnologie. Bon, c'est vrai que le musée ne rend pas forcément tout ce que peut-être il devrait par rapport à l'ethnologie européenne, mais voilà, je signale quand même la Fédération des écomusées et des musées et sociétés qui regroupe quand même beaucoup. Combien y en a-t-il? Les musées du Gand en fait partie, et je pense que nous portons ce témoignage. Oui, alors en tant que musée de collectivité, là on parlait avec monsieur d'un musée d'État. Donc c'était voilà, le rôle de l'État et du travail des chercheurs. C'était ça dont il était question. Mais évidemment, il y a beaucoup de musées de société. Je ne sais pas à la FEMS combien il y a d'adhérents, une trentaine, une quarantaine. Après, tout le monde n'adhère pas non plus. Le Bigan adhère, nous à Maison Rouge on adhère. Mais il y a effectivement donc, une fédération des musées de société, mais qui ne porte un discours qui est un discours plus orienté, à savoir régionaliste. Et donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'était la perte justement de cohérence au niveau national et au niveau européen sur une vision de l'anthropologie qui soit vraiment plus large. Et c'est là où, pour moi en tout cas, c'est le rôle de l'État, avec des musées nationaux, de porter ce discours-là. Nous, si vous voulez, à la Maison Rouge, le musée des Vallées Cévenols, on porte un discours sur les Cévennes, mais pas sur la Bretagne et l'Alsace. Alors, on peut faire une exposition comparatiste, mais le musée qui doit porter, c'était l'ancien musée des ATP. Voilà. C'est comme si demain, en fait, au musée d'Orsay, on dit les impressionnistes c'est très bien, mais en fait, on ne va pas s'occuper de cette partie-là, on les range dans les réserves, parce que les collections, elles existent toujours. Imprescriptibles, inaliénables. Mais on les range, on ne montre plus du tout cette partie-là. On occulte la partie 1870-1905, parce que ça ne nous intéresse plus. Alors, ce serait plutôt le contraire qui serait d'ailleurs fait, je pense que c'est la partie d'avant, parce qu'on ne va pas se couper des impressionnistes. Mais, vous voyez, c'est de dire, on ne prend qu'une partie de 30 ans sur 120. Du coup, le reste, mais c'est pas grave, le reste dort dans les réserves, et dans 20, 30 ou 50 ans, on pourra ressortir avec un autre projet. Le patrimoine est là. Donc c'est juste un effet d'un musée qui a un angle d'attaque, mais qui sera amené à évoluer. Il faut faire confiance au temps. Bravo.